il y a toujours beaucoup de discussions dans l'encadrement de jeûne pour savoir qu'est-ce qui est profitable aux jeûneurs, au singulier. Il faut faire de l'activité, pour ne pas faire d'activité, il faut rester allongé, il faut des jus, il faut des bouillons, il faut que de l'eau, il faut un maximum de jeûne sec, il faut garder le lit le plus longtemps possible, il faut laisser les émotions sortir, il faut les accompagner, enfin il y a tout un tas de paramètres qui sont pris en compte par différentes écoles. Et puis bon, bah ça fluctue selon le temps, les influences, il y a des influences nord-américaines, il y a des influences scandinaves, il y a des influences européennes. Et puis chacun il va de ses justifications, de ses études, de ses expériences, tantôt appuyé fortement par la physiologie, tantôt plutôt appuyé par l'idéologie. Là on va essayer en introduction de définir les différences qu'il peut y avoir entre le jeûne hygiéniste et puis par exemple jeûne et randonnée ou jeûne en activité dynamique. Alors le but c'est évidemment pas d'être restrictif. On choisit ça parce que c'est les deux choses les plus populaires ou les plus popularisées. Les deux ont au moins une quarantaine d'années d'expérience, donc peuvent se targuer d'avoir suffisamment de candidats jeûneurs qui sont venus pratiquer ces disciplines pour avoir des aspects positifs à présenter l'un et l'autre. Évidemment, le but, ce ne sera pas d'être dogmatique et puis de trancher qu'est-ce qui est meilleur que l'autre, mais c'est plutôt de présenter les spécificités. Le jeûne est déjà suffisamment peu médiatisé ou alors mal médiatisé pour qu'on soit dans les querelles de chapelle, qu'on soit dans l'ego, qu'on soit dans le combat. L'objectif, c'est toujours la transmission d'informations, la pédagogie, et puis le fait d'y aller de manière progressive. Lorsque on va dans l'expérience du jeûne pour la première fois, on y va avec toute notre personnalité, toutes nos envies, et des fois toutes nos peurs, et puis aussi tout notre enthousiasme, si jamais on y va pour un volet curatif thérapeutique. Et donc rien que ça nous montre qu'il y a une individualisation du programme du jeûne à avoir et à observer. Et donc selon nos tempéraments, on sera porté vers un type de jeûne ou un autre. Donc moi je parlerai évidemment davantage du jeûne hygiéniste, et Emmanuel lui parlera davantage du jeûne et randonnée, mais on va essayer d'avoir des regards croisés. Puisqu'évidemment il n'y a pas de. C'est pour briser le cloisonnement et d'avoir une pédagogie que de faire cette intervention, encore une fois, qui est pour augmenter la connaissance du jeûne et définir qu'il y a plein de cadres pour jeûner et que le but c'est déjà de se lancer dans l'expérience et à partir de cela de définir ce qui est le plus convenable pour nous par rapport à nos besoins du moment. Parce qu'évidemment on oscille d'un endroit à un autre. Alors la première chose c'est que le jeûne hygiéniste, il est apparu de manière extrêmement codifiée dans les années 50, notamment par Herbert Shelton. Donc Herbert Shelton, c'est la personne, c'est un docteur en biologie américain, qui a encadré près de 40 000 jeûneurs. Donc c'est celui au monde, dans le monde, qui a le plus d'expérience sur l'encadrement de jeûne. Et lui, c'est un jeûne clairement hygiéniste, extrêmement hygiéniste au sens littéral du terme, qui consistait à faire jeûner les individus allongés, le maximum, je dirais presque en réclusion. Lui partait du principe que alors c'était du jeûne thérapeutique clair et net. C'était pas. Et donc que l'individu jeûneur devait garder le lit le plus longtemps possible, essentiellement 20 heures sur 24, et ne devait quitter sa chambre dans quelques rares situations. Il avait estimé, pour justifier cela, que toute l'énergie économisée par le corps qui ne mangeait pas, qui ne bougeait pas, qui ne réfléchissait pas, allait aller au processus de désoxynation. Et donc sa justification était correcte. Tout est un niveau de transfert énergétique dans l'efficacité d'un jeûne. Donc si on abaisse les leviers
au minimum, eh ben, on aura un maximum d'activité de détoxination. Lui, c'était son but, c'était le jeûne curatif. Les personnes arrivent avec des pathologies et il les faisait jeûner à des durées variables. C'était des jeûnes souvent longs, voire très longs. Il était fervent des jeûnes de 30-40 jours. Et puis après, une fois que les personnes aboutissaient à la fin de leur jeûne ou avaient guéri, ils passaient en régime associé végétarien et puis estimaient que l'état pathologique ne pouvait plus arriver. Donc on était vraiment dans un environnement qui était, s'il avait pu le faire, ça aurait été un environnement médical. Donc lui, il le faisait, on pourrait dire que c'était quelque chose de clinique, puisqu'il était docteur en biologie, donc il a compilé des études incroyables, tout ce qui a pu s'écrire sur le jeûne, il l'a compilé, il l'a synthétisé, il a sorti un ouvrage monumental qui s'appelle Le Jeûne. En France, il a été traduit et édité au Courrier du Livre, assez tôt, hein. Et donc c'est le plus grand chercheur sur le jeûne, et pour lui c'était clair et net comme une évidence. Le jeûneur devait rester dans l'immobilité la plus complète, au détriment de quoi? De son instinct, de sa volonté, de son plaisir, peu importe. On était vraiment sur une dynamique de traitement, d'optimisation des processus. Évidemment, tout cela, quand on est malade, on peut accepter cette contrainte-là, mais si on souhaite l'expérience du jeûne pour des petits tracas, voire même en préventif, comme lui il en parlait, eh bien cette situation est très dure à vivre. Donc cette théorie, justifiée par la pratique, qui avait cours dans les années 50, on va dire a perduré, mais s'est assoupli avec le temps. Et on a vu des aménagements, mais des aménagements qui ont été très durs, parce qu'il faut comprendre que Shelton a défini les bases du jeûne hygiéniste et participé à populariser de manière incroyable l'hygiénisme à travers le monde. Alors quand je dis incroyable, c'est par rapport à ce qui avait été fait avant. Ça reste somme toute relatif et en retrait par rapport à d'autres courants comme la naturopathie. Mais les hygiénistes chercheurs qui ont découvert les travaux de Shelton à travers le jeûne se sont appuyés sur ces travaux et les ont appliqués à la lettre comme si c'était une Bible. Se sont contentés d'être des copistes, et je dirais presque, pour la plupart, très bien. Mais avec le temps, sont apparus évidemment différents courants, différents sous-courants autour du jeûne pour l'aménager, se basant toujours sur les travaux de Shelton, et puis pour y intégrer différents éléments. Et donc là, Emmanuel présentera mieux que moi, par exemple, l'approche d'associer la randonnée au jeûne avec tous les compartiments qu'il peut y avoir dans un séjour jeûne et randonnée, avec différentes boissons, les prises en charge, etc. etc. Donc jeûne et randonnée, c'est un mouvement qui est né en Allemagne en 1984 avec Christoph Michel, qui a donc organisé des séjours de jeûne. Lui, il faut savoir que c'était un militant, notamment pour la paix, et qui, lorsqu'il faisait des manifestations, jeûnait. Ce mouvement s'est donc après étendu, ce jeûne et randonnée. Et un Allemand, Gisbert Bolling, en 90, après avoir fait un stage avec cette personne, eh bien, donc un Allemand qui vit en France, qui vit dans la Drôme avec sa femme, eh bien, ont ouvert les premiers stages, ont organisé les premiers stages de jeûne et randonnée. Donc le principe, c'est dit dans le nom, c'est le fait de jeûner et d'avoir une pratique physique relativement soutenue, puisque c'est faire de la randonnée. On n'est pas dans le cadre de la promenade, on est dans le cadre de la randonnée. Voilà, donc ça a commencé en 90 et petit à petit, eh bien, c'est devenu un mouvement de plus en plus connu. Alors après, on dira peut-être les avantages de ce mouvement. Si on décrit un petit peu dans le détail une journée typique, en tout cas ce qui est proposé, l'idée c'est on est dans un jeûne, alors on va dire à l'eau, puisqu'il ne va pas y avoir d'éléments solides, même si on sait que maintenant
avec le jeune Büchinger en Allemagne, il est proposé des soupes, des sortes de veloutés, donc sont introduits en tout cas un peu d'éléments solides, mais l'idée c'est de ne pas dépasser 250 calories par jour. Alors, si on résume, c'est le matin, on va prendre un jus de fruits, l'équivalent de 25 centilitres qui vont être dilués dans 1 litre d'eau. Et ensuite, le soir, il va y avoir un bouillon de légumes. Voilà en substance. Alors après, ça dépendra des lieux où vous irez, ça sera toujours plus ou moins, et ça sera toujours adapté aux besoins de la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui sera par exemple en hypotension, il est possible qu'il puisse prendre de l'anthésite. On va trouver de la réglisse dedans et qui va permettre de... Voilà. Ensuite, il va y avoir de l'activité. Donc, à la différence du jeune hygiéniste où toute l'énergie va être dévolue par le repos, va être dévolue à faire ce travail dans un premier temps de détoxination et ensuite de régénération, et bien là, on va utiliser en tout cas une partie de cette énergie pour avoir une activité physique. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir d'intéressant dans le fait de faire une activité physique? On sait que c'est assez décrié, certains vont dire non, il faut justement se reposer, d'autres bien au contraire. Ce qui va être intéressant, et ce que moi j'ai pu éprouver en faisant les deux types de jeûnes, aussi bien hygiéniste que jeûne et randonnée, c'est le fait que lorsqu'on va aller randonner, on va être avec les autres et on va aller découvrir des très très beaux lieux, que ça soit principalement dans la nature, mais ça peut des fois être dans des très très jolis villages, et ça crée une forme de cohésion, parce que il faut pas se leurrer, tout le monde n'est pas prêt à faire des randonnées conséquentes. Donc là aussi on va aller dans les limites un petit peu du système, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça sera difficile de faire 600 mètres de dénivelé dans la journée. Mais cet effort qui est partagé ensemble va permettre de créer du lien, de créer une forme d'émulation aussi. Parce que on s'aperçoit que on pensait que c'était pas possible, notamment pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais jeûné et qui pensent que potentiellement elles vont pas passer la première nuit sans tout un tas d'affres et de difficultés, s'aperçoit qu'on est quand même capable de pouvoir faire cet effort. Ensuite, et beaucoup de personnes le disent, il est quand même préférable pour une personne de pouvoir sortir de sa chambre si on sait qu'en restant dans sa chambre, elle va être dans un état de stress qui sera finalement contre-productif avec ce que l'on souhaite faire. Le stress étant quand même source de beaucoup de toxines et de toxémie. Donc, après, ça va être à chaque personne de pouvoir faire un choix. Dans aucun centre de jeûne et randonnée, il est obligé d'aller randonner. Vous faites ce que vous pouvez commencer une randonnée et vous pouvez très bien après faire demi-tour. Voilà. Donc l'intérêt va se trouver là-dedans. Alors c'est bien que tu précises que c'est une porte d'entrée, c'est ce que j'expliquais dans le particularisme de chacun. C'est-à-dire les deux sont des portes d'entrée. Des individus auront, par absence de peur, ou déjà expérimentation poussée du petit jeûne autonome, le passage très aisé dans le jeûne hygiéniste. Et puis d'autres n'y cherchent pas du tout ça, ils cherchent un confort, et puis surtout, pour la plupart d'entre nous, il y a un besoin d'y aller progressivement et de découvrir. Et en cela, moi je trouve que jeûne et randonnée, il y a un aspect extrêmement ludique et pédagogique, puisqu'il y a aussi le fait que généralement, les accompagnants en jeûne et randonnée amènent des informations pendant le jeûne, c'est-à-dire présentent, alors évidemment c'est la sensibilité de chacun, la qualité de la formation de chacun et puis de développement que chacun fait dans sa pratique, mais peut amener des explications physiologiques qui rassurent aussi le jeûneur. Derrière chaque jeûne et randonnée, il y a surtout une spécificité d'encadrement et des lieux de pratique, comme tu disais, ça peut être complètement perdu dans la nature ou alors plus dans des villages avec du dénivelé ou de manière très douce. Ce qu'il faut y voir, c'est qu'en effet, beaucoup de personnes angoissent à l'idée de ne pas manger pendant une journée. Et donc quand on sort de son contexte, l'angoisse peut être décuplée. Alors on peut être rassuré par l'encadrant,
On peut être rassuré par le fait de faire en groupe et puis de voir des gens qui peuvent souffrir entre guillemets autant que nous. Mais il y a ce côté-là qui est tout à fait entendable et qu'il faut nourrir. Là où peut-être le jeûne hygiéniste serait une barre placée trop haute. Il y a aussi le fait, pour certaines personnes, notamment celles qui ont des compulsions alimentaires, de se retrouver face à leurs compulsions. Ça peut être des compensations violentes. S'il n'y a pas d'encadrement, de prise en charge correcte de la part des encadrants, et si la personne n'est pas apte à travailler là-dessus. S'il y a compensation, c'est qu'il y a déséquilibre. Et le corps trouve toujours des moyens de s'équilibrer. Et donc le déséquilibre est un moyen d'équilibrer le quotidien de l'individu. S'il n'y a plus ces repères de nourriture, l'esprit peut être pris d'agitation très forte. Et pour certaines personnes qui n'arrivent pas à faire le travail de manière complète, le fait d'avoir des activités, le fait d'être en groupe, de marcher, d'être en pleine nature, constitue déjà une compensation, mais absolument naturelle, je dirais physiologiquement bénéfique, que n'offrira peut-être pas le jeûne hygiéniste. Après, qu'est-ce qui peut être limitant? Eh bien, ça sera l'excès de randonnée. Vous avez des personnes, alors c'est pas une critique, c'est une observation de ma part. Par exemple, le docteur Helmut Lutzner, lui préconise beaucoup d'activités physiques. C'est pas seulement de la randonnée, mais c'est des randonnées très, très, très costauds. Lui justifie pour mettre en mouvement le système lymphatique. Et c'est vrai que le système lymphatique est le centre d'évacuation des déchets. Donc ça se tient logiquement de ce point de vue-là. Donc si on observe simplement le système lymphatique lorsqu'on est au repos, il est 4-5 fois moins dynamique dans l'évacuation des déchets par rapport à si on est en mouvement. Mais le fait de nous mettre en mouvement, en jeûne, va produire du déchet, on produit des acides, et deux, disperser nos forces, notre énergie vitale. Donc il faut savoir trouver le juste compromis entre avoir une activité physique qui va épanouir le mental, qui va nous oxygéner, puisque le tampon respiratoire constitue un moyen d'équilibre au niveau du système acido-basique intéressant, et puis que les voies pulmonaires sont un émonctoire de détoxination efficace. Donc il faut trouver un équilibre entre l'activité physique, épanouissante, au grand air, et la détoxination qu'on viendra chercher. Et ce qu'il y a de certain, c'est que dans tous les cas, on va mettre le système digestif au repos. Puisque là, qu'on prenne des bouillons ou des jus dilués dans l'eau, il n'y aura pas de fibres, donc les intestins seront mis au repos. Ça, c'est déjà une chose qui est extrêmement importante et qui constitue un palier, je dirais, indispensable, quoi qu'on cherche dans le jeûne, a posteriori. Tous les jeûnes sont une expérience unique, en tant que telle, et on peut osciller d'une expérience à l'autre par rapport à ce qu'on recherche. J'ai vécu des jeûnes tout à fait statiques, et d'autres où j'étais assez dynamique, ce qui permet déjà de faire son expérience, puis des fois on jeûne de manière assez instinctive, et ça permet quoi de faire jeûner randonnée? D'enlever des peurs. La peur du manque, la peur de ne pas avoir de force, la peur de faire ça tout seul. Ce sont des peurs gigantesques. Et donc, jour après jour, en général ce sont des séjours qui font plutôt 6 ou 7 jours, jeûner randonnée, jour après jour, les peurs vont s'amenuiser, et peut-être qu'après, la personne se sentira moins obligée de disperser ses forces, puis de faire des randonnées plus courtes, et de garder un peu plus le lit, ou d'y aller tranquillement. Et puis, il n'y a pas à douter que dans la multiplicité de l'offre de jeûne et randonnée, certains encadrants, soit d'inspiration hygiéniste, je citerai, parce que je me reconnais beaucoup dans cette pratique, Monique Poupard par exemple, qui est hygiéniste, mais qui pratique jeûne et randonnée. Alors ce n'est absolument pas un antagonisme, là ça serait être extrêmement binaire et manichéen, que d'être là-dedans. Monique a suffisamment une énorme expérience, une énorme connaissance de l'hygiénisme et du jeûne, pour ne pas savamment associer les deux. Et donc je dirais que c'est la particularité de chacun. Monique adore marcher, adore l'activité physique, et en plus est une férue de photographie. Et donc faire des photographies au grand air, c'est aussi
avec dans de beaux paysages, c'est aussi une activité. C'est aussi une activité qui peut être prise comme quelque chose on est dans la pleine conscience, on est dans l'observation, et donc on n'est plus dans le mental, on est quelque chose dans l'émotionnel, dans l'artistique. On peut avoir aussi tout un tas de définitions dans ce genre-là. Donc, plutôt que de dire l'un est mieux que l'autre, l'un est plus efficace que l'autre, c'est en fonction des capacités de la personne, des besoins de la personne et des limites de la personne, qu'est-ce qui est pertinent à ce moment-là. Je crois que tu as tout dit à ce niveau-là. C'est vrai que jeûne et randonnée va permettre une entrée dans le jeûne beaucoup plus aisée, parce qu'il y a quand même un peu de nutriments qui sont distribués chaque jour, et le jeûne est beaucoup plus facile, notamment pour des personnes qui n'auraient pas fait de préparation, de descente alimentaire. Ça sera quand même beaucoup plus facile à gérer qu'un jeûne hydrique où si vous n'avez pas suivi les recommandations, si vous avez fait un gros restaurant avant de venir jeûner, ça va être très compliqué les premiers jours de détoxination. Donc en ça, voilà. Et puis il y a vraiment cette idée de pouvoir être avec les autres et de pouvoir être dans finalement des activités qui vont apporter de la détente, qui vont apporter de l'évasion. On n'est pas forcément obligé de se retrouver face à ces potentielles angoisses ou ces craintes face à ce que peut nous réserver le jeûne, ce que le corps va donc donner dans les différents moments de détoxination. Il faut voir que jeûne et randonnée a permis de faire connaître vraiment le jeûne en France. Il y a le documentaire aussi d'Arte en 2012, le jeûne, une nouvelle thérapie. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle thérapie. Ouais. Mais voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est si le jeûne est un outil utile à l'être humain, eh bien, est-ce qu'il faut dire qu'il n'y a qu'une seule façon, une seule et juste façon de faire? Toutes elles vont être intéressantes à partir du moment où elles sont faites avec de la sécurité, dans le respect des individus. Elles seront en fonction des besoins des personnes, en fonction de l'état de la vitalité, d'un certain nombre de paramètres. Oui, je pense que tu as bien résumé, tu as bien fait aussi d'assister sur la notion de descente alimentaire, qui pour le coup, quand on est en jeûne hygiéniste, c'est déjà un avant-jeûne, on le considère dans le jeûne, la réduction calorique, les paliers, tels que peut les définir Désiré Mérien par exemple, sont déjà du jeûne. Il y a déjà de la détoxination. Et il y a vraiment, dans la conduite du jeûne hygiéniste, un accent fort qui est mis sur la réduction calorique qui peut déjà être un frein à entreprendre ce type de jeûne. Ce qu'il y a moins sur jeûne et randonnée, où justement la descente alimentaire peut être souvent fait mimée, mais avec 18 guillemets de chaque côté, par des lavements ou des purges. Et donc ce qui est évidemment pas mon approche, mais ce qui peut être entendable pour certaines personnes au niveau du confort, parce qu'évidemment si on transite d'une alimentation pas très bien réglé, un jeûne, fût-il à 250 calories et simplement en hydratation, ça peut être un choc assez violent pour l'organisme. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent une justification de lavement ou de purge dans oui, et même si beaucoup de personnes, maintenant la descente alimentaire, elle est proposée par tous les organisateurs de jeûne. C'est quelque chose qui a été repris parce que effectivement ça permet des jeûnes qui se passent dans avec beaucoup plus de facilité, et ça évite les mauvaises surprises pour beaucoup de personnes qui seraient, pour les personnes qui feraient ça pour la première fois, finalement contre-productives et ferait que les personnes ne feraient pas d'autres jeûnes. Hein. Donc c'est de l'intérêt pour tout le monde de proposer ces descentes alimentaires. Alors peut-être qu'il y a quelques exceptions, hein, mais de façon générale, je sais qu'au niveau de la charte, les choses sont de plus en plus carré. Aussi bien il est demandé de faire donc le fameux jeûne Büchinger, hein, du nom de ce médecin allemand qui avait mis cette méthode, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, le fait de prendre un jus de fruits le matin et puis un bouillon le soir. Mais aussi la descente alimentaire, elle est réellement proposée pour tout le monde, hein, parce que c'est gage de sécurité et surtout de facilité
pour tout un chacun. Puis il y a aussi une notion pédagogique dans la descente alimentaire, c'est qu'après ça permet dans l'encadrement d'expliquer certaines choses, que bon, dans Jeûne et Randonnée, je sais qu'il y a aussi des petites interventions pédagogiques pour expliquer ce que c'est que le jeûne, le corps humain, de manière didactique. Et donc la descente alimentaire permet d'appuyer ce propos-là et puis de justifier des changements alimentaires qui vont arriver post-jeûne pour les personnes qui ont entrepris le jeûne, et puis déjà de justifier le propos par l'expérience qui a été vécue avant le jeûne. Aussi bien la descente alimentaire que la reprise alimentaire, hein. C'est quelque chose qui est donné pour chaque stage, hein, parce que on a tous bien compris qu'il est très important de réussir sa reprise alimentaire. Tu l'as précisé, hein, lors d'autres causeries, on peut moins bien préparer sa descente alimentaire, mais par contre la reprise, ça peut être très très dangereux, hein. Donc il faut réellement, l'idéal, hein, c'est de repartir dans le sens inverse de ce qu'a été la descente alimentaire, mais quoi qu'il en soit, il faut vraiment avoir des quantités, enfin manger des quantités qui seront très petites, même s'il peut y avoir un phénomène pour certains de boulimie, où le mental prend un peu le dessus. Il faut vraiment rester sur les fruits et sur les légumes pour ne pas prendre de risques, même si on devait manger un petit peu trop, au moins il n'y a pas de risque, comme si d'un seul coup vous alliez manger des céréales par exemple avec des produits animaux. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Ou des trop grosses doses de sucre. On sait qu'il y a des personnes qui sont mortes, notamment en prenant trop de dattes. Voilà, donc je pense que tout le monde insiste vraiment sur la reprise alimentaire, parce que on ne peut pas se permettre de passer sous silence ou de ne pas suffisamment préciser. Et puis c'est censé pouvoir aider beaucoup pour après avoir des petites modifications au niveau de l'hygiène alimentaire pour ceux qui sont avec une alimentation qui n'est pas forcément physiologique ou pas forcément adaptée à un mode de vie en pleine santé. Exactement. Je crois que c'est Gilbert Bosling là, qui rapportait des expériences où des gens venaient jeûner chez lui puis qui reprenaient mal et qui finissaient avec des occlusions, parce que donc lui il mettait ça en avant pour dire évidemment le conducteur de jeûne n'est pas responsable de ce que fait la personne, lui il transmet les informations, et il racontait un groupe de jeunes qui s'était fixé un petit peu un pari d'aller jeûner puis qui avait repris en faisant un festin l'alimentation. Je ne sais pas si tu connais l'anecdote. J'ai entendu pas. Ouais. Et donc ils s'en étaient très mal sortis. Il y en a pléthore, hein, des gens qui reprennent mal, et là je dirais que c'est à la libre appréciation de l'individu en fonction des informations qui lui sont transmises, mais même si on appuie dessus, la plupart des personnes oublient que le jeûne c'est aussi la reprise alimentaire, et par la compulsion, par le fait de ne pas se mettre dans un cadre idéal, ou simplement en étant complètement irresponsable, vont négliger ça, et le problème c'est que quelle que soit l'approche du jeûne, ça nuit au jeûne. Puisqu'on va dire que c'est un accident de jeûne, et non, c'est pas un accident de jeûne, c'est pas le jeûne qui a créé ça, c'est la conséquence et l'irresponsabilité de l'individu qui est venu se mettre dans des travers pour lesquels il avait été averti. Et donc ça doit nous servir d'exemple, déjà à nous conducteurs de jeûne, et puis surtout à nous qui jeûnons, de vraiment se mettre dans des situations de protection vis-à-vis de l'environnement, et si nous-mêmes on n'est pas sûr d'être optimum, eh bien de se mettre dans des zones confortables avec des gens qui pourraient être autour de nous, nous modérer, ou demander simplement à des gens d'aller faire des courses à notre place ou d'être là pour les repas. Après il y a différentes techniques qu'on ne va pas développer ici. Mais c'est vrai que là, quelle que soit l'approche, que ce soit dans l'hygiénisme ou dans le jeûne et randonnée, l'accent est mis sur les 3 temps du jeûne: descente alimentaire, jeûne en lui-même, alors qu'il soit nourri de calories ou non, et puis reprise alimentaire. Je dirais que déjà rien que pour ce côté protecteur-là vis-à-vis du jeûne, eh bien il y a intérêt à voir coexister ces deux approches qui constituent une offre de pratique pour se lancer dans le jeûne d'une manière ou d'une autre, avant peut-être plus tard de le faire de manière autonome. On peut rajouter aussi que dans jeûne et randonnée, pour beaucoup, il va y avoir une offre de massage, de temps de relaxation, de soins. Ça va être l'irrigation colonique. Voilà, donc ça c'est souvent l'après-midi, lorsque on rentre de randonnée vers 13h, 14h, donc il va y avoir pendant à peu près 3 heures soit un temps de repos,
soit eh bien ceux qui veulent bénéficier de différents types de soins, mais ça peut être aussi le sauna, ça peut être aussi le jacuzzi. Et puis après, il y a une intervention un peu dans cette idée d'apporter des informations. Il y a aussi des fois des personnes qui vont venir parler des... Moi, j'ai assisté par exemple à un producteur d'huile essentielle qui vient et qui... voilà, donc ça permet de créer du lien aussi avec des artisans ou des producteurs locaux. C'est intéressant parce que ça peut être source de conversation, aussi des producteurs de spiruline, et c'était très intéressant, finalement les débats qui peuvent être, qui sont occasionnés et qui permettent d'avoir des fois des réflexions, des prises de conscience par rapport à l'écologie, par rapport à différentes problématiques ou données. Ben écoute, je crois qu'on a fait le tour joyeusement. Moi c'est bon. Moi aussi, après, s'il y a des questions, on peut répondre à des questions. Ok.